Un mot quand même, chère Sabrina, d'abord pour présenter le cadre du département, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ça représente quoi en termes de grands chiffres d'effectifs, puisqu'on va parler de ressources humaines? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité sur cet événement. Donc, très brièvement, hein, le département des Alpes-Maritimes, c'est 4500 agents, dont 70% de fonctionnaires et 30% de contractuels. J'y reviendrai. Donc, comme c'est un département, on a beaucoup en fait de personnel technique de terrain. J'y reviendrai également. Et puis, bien sûr, un gros volet social, donc avec des personnels aussi confrontés à des problématiques d'usure professionnelle. Voilà. Alors, vous vous trouvez un peu à un carrefour avec plusieurs enjeux. On en a évoqué déjà certains avec Martin, que vous devez aborder simultanément. Je pense que certains d'entre eux vont vous parler. Le premier, c'est peut-être la question de l'attractivité. En tant qu'employeur, conseil départemental, comment est-ce qu'on travaille sa marque employeur, son attractivité? Comment est-ce qu'on séduit, on fidélise sur le marché? Alors, c'est une bonne question. D'ailleurs, Madame la ministre vient d'en parler. Je pense qu'on est tous confrontés au problème d'attractivité et non pas que le problème d'attractivité, je dirais, de sa propre collectivité, mais aussi de la fonction publique au sens large. Hein, vous l'avez dit, vous avez mentionné les chiffres, je ne vais pas les redire. Ça séduit plus. La fonction publique, ça ne séduit plus au sens être employé à vie au même endroit. Donc, il faut en fait... Ça séduit plus de la même façon. C'est plus ça. De la même façon. C'est pour ça. Donc, il faut prendre du coup le contre-pied et gratter et développer ce que les candidats ont envie de voir. Donc, il y a deux axes de développement. Il y a effectivement, enfin, nous, ce qu'on a essayé de choisir au département des Alpes-Maritimes, de casser un peu l'image vieillotte, je dirais, de la fonction publique en mettant en avant qu'on peut être innovant. Et au département des Alpes-Maritimes, on essaie, je dirais justement, d'être innovant, notamment dans la relation usagée, pas que dans les RH. Et ceux qui en parlent le mieux, finalement, ce sont les agents. Donc, pour montrer dans notre démarche, en fait, donc employeur, on fait beaucoup de témoignages d'agents. Et le deuxième levier, je dirais, c'est vraiment pouvoir essayer de casser un peu cette image trop rigide de la fonction publique, puisque c'est vrai que je pense que dans la salle, on ne va pas me contredire, la majorité en fait des collectivités ont un organigramme très pyramidal, descendant, hiérarchique. Ça va pas du tout. C'est pas du tout ce qui séduit. Et donc, de ce fait, on a mis en place une école des cadres pour travailler en fait avec les managers, pour essayer de faire évoluer les mentalités. C'est difficile, c'est lent, mais ça fonctionne aussi. Parce qu'en revanche, on a des facteurs d'attractivité quand on fait des sondages, et en réalité, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, je le rappelle, qui vont arriver de moins en moins nombreux, donc qui se positionnent vis-à-vis du secteur privé, du public, en réalité, ils se positionnent en fonction de leurs aspirations, et il y a dans le service public un sacré facteur d'attractivité, c'est le sens de son travail. Tout à fait. Le sentiment d'utilité. Tout à fait. Alors ça, effectivement, ça ressort. Nous avons fait un baromètre social et hier, je l'ai exposé aux représentants syndicaux pour notre collectivité. Et ce qui ressort le plus, en fait, effectivement, c'est cet attachement, je dirais, à l'utilité publique. Donc, il faut valoriser ça et mettre ça en avant. Mais c'est pour ça que moi, je préfère parler de promesse employeur que de marque employeur. Parce que, bien sûr, il faut vendre. Mais il ne faut pas mentir. Alors, quand on regarde la gestion des RH, c'est à la fois le sourcing à l'entrée, la capacité à recruter, mais c'est aussi, sur l'ensemble de la pyramide des âges, travailler à prévenir l'usure professionnelle, à éviter, ou tant que faire se peut, les facteurs de pénibilité. Quel levier actionnez-vous ?
Oui, alors bon déjà, alors rien de révolutionnaire non plus, mais c'est vrai, ce qui est utile, c'est de cartographier en fait les métiers pour essayer de voir où il y a des risques d'usure plus, plus prégnantes Oui, qu'ailleurs, de manière à pouvoir faire des parcours pour anticiper et pour éviter que les gens se cassent de trop rapidement. Nous avons mis en place un dispositif un petit peu innovant et atypique. Je vais me permettre d'en parler, c'est Cap Compétences. C'est-à-dire que nous avons fait le choix d'avoir quelques postes en fait en reconversion professionnelle pour les personnes vraiment qui doivent en fait changer de métier. Donc on les détache en fait vraiment de leur poste pour les fixer en fait dans une classe où ils apprennent un nouveau métier, et leur travail au quotidien, c'est réapprendre et faire aussi un peu le deuil avec de leur métier actuel, parce que c'est pas toujours évident. Toujours est-il que c'est un dispositif qui donne ses satisfactions et ses preuves. Mais c'est un sacré levier aussi quand on veut, d'abord parce que la vie active risque de continuer à se prolonger. C'est aussi un facteur de rétention, de mobilité interne. Même si on est sur des petits volumes aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut évoluer. En revanche, ça demande des outils de pilotage. Il faut de la visibilité derrière pour identifier les postes les plus exposés, pour derrière identifier les points de sortie. Oui. Tout à fait. C'est certain qu'il faut effectivement faire un minimum de GPEC pour ce faire. Et si on prévisionnel des emplois et des compétences, du GEPP aujourd'hui, je ne sais pas si ça parle aux non-spécialistes de la RH, on décrypte. Oui, c'est sûr. Merci de cette précision. En fait, ce qui est important, c'est de bien connaître en fait les métiers des agents et donc d'avoir cette approche par compétences. On expérimente aussi des exosquelettes, donc pour certains métiers, pour justement alléger la tâche. Donc voilà. Et le tout dans un contexte qui vous parle, on le dit depuis le début, qui est de contraintes budgétaires. Alors, la contrainte budgétaire, bon, effectivement, c'est une vraie contrainte. On a eu l'habitude d'être riche, on l'est plus. Et donc, en fait, on doit absolument être proactif. Et donc, on doit avoir vraiment, des tableaux de bord pertinents, des dialogues de gestion qui permettent vraiment d'adapter le besoin au plus fin. Et là encore, en fait, c'est la croisée des données avec la GPEC, la prévision budgétaire, puisque, comme vous le savez, je dirais, la masse salariale, elle est de 204 millions au département. Si on ne fait rien, en fait, elle augmente, puisque incontestablement, à chaque mesure, ça s'aggrave, et les échelons également. Il y a une dérive naturelle. Donc, on doit prendre en fait des décisions qui sont difficiles de choix. Et c'est pour ça que je croise vraiment avec la GPEC, l'analyse des emplois de demain, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer un pour un agent qui partirait, mais vraiment à chaque fois de se poser la question de quel sera le besoin de demain, sur les métiers de demain également. Alors, dans cette somme de contraintes, avec les objectifs stratégiques que vous venez d'évoquer, on a quand même une ressource qui est plutôt une source de, si ce n'est d'encouragement ou le moyen de trouver des points de sortie, c'est la montée en puissance du numérique, de l'IA. Et vous-même, vous avez intégré ça dans votre feuille de route ? Alors, en fait, on a été assez précurseurs, sans vouloir se mettre en avant. Vous avez le droit. Mais enfin, en tous les cas, aujourd'hui, du coup, on a vraiment ce recul d'avoir un dossier agent complètement numérique, et en fait plus trop de papier autour de tout ça, avec des workflows, avec des parapheurs électroniques, avec des signatures électroniques des contrats, etc. Et un usage quotidien qui permet aussi une certaine qualité de vie au travail des agents, puisque bien sûr, ils
peuvent télétravailler et accéder à leurs données où ils sont, quel que soit leur lieu de travail. Ouais. Moi-même, d'ailleurs, je dirais, plutôt que d'aller dans la salle d'archives pleine de poussière, comme c'était le cas il y a 15 ans, aujourd'hui, on a 3 clics, on a l'info. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, demain, notre ambition, c'est vraiment, donc toute l'année 2024, on a réfléchi à pouvoir mettre à disposition les documents numériques, parce qu'aujourd'hui, on interagit par mail. Et donc, c'est terrible puisque l'arrêté de l'agent, en fait, est stocké et n'a plus trop d'existence dans la boîte mail. Donc, on veut organiser tout ça. Et de ce fait, c'est important d'avoir un portail agent. C'est le portail de l'agence. Voilà. Alors, nous, en fait, on a choisi de faire un espace personnel à l'intranet. Pour des raisons, je dirais, de volonté d'avoir un trafic meilleur sur l'intranet. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'interagir, en fait, entre l'agent, son manager et le RH, par ce biais-là. Mais avec des questions d'accessibilité aussi. Parce que tous les agents n'ont pas. Des questions d'accessibilité, tout à fait, vous avez raison de le pointer. Alors, d'une part, en fait, on prévoit que ce soit accessible sur PC, bien évidemment, mais la moitié de nos agents, ils sont sur le terrain. Ouais. Donc, il faut absolument que ce soit accessible depuis un téléphone mobile, un téléphone mobile privé, je veux dire, pour que effectivement, où il soit, il puisse poser des congés, il puisse poser une question à son gestionnaire, changer de RIB, consulter son dernier arrêté ou quand il aura une nouvelle promo. Ouais. D'accord. Et donc pour ce faire, on a mis en place en fait un dispositif que l'on a appelé le Smart Corner. Pour ne pas laisser d'agents sur le côté du chemin et donc accompagner et acculturer numériquement tous les agents. Et ça, c'est vraiment capital dans la démarche en fait, de transmission du savoir numérique, l'usage des outils, parce qu'il ne faut pas en fait que l'ADRH, en se numérisant, en se digitalisant, deviennent en fait une vraie tour d'ivoire et en fait on abandonne sur le terrain la moitié de la population. Voilà, donc ça c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup et donc on va vers, on a appelé ça le Smart Tour, donc on va vers les agents, vers les équipes. Si on regarde bien, donc, on est multidimensionnel dans les apports que l'on attend des outils, de la techno. C'est à la fois dans le pilotage de la RH, le cœur de métier, de pouvoir identifier, piloter les grandes masses, une espèce de BI, business intelligence. On a aussi le fait d'adresser son client, qui est l'agent, en lui facilitant la vie, qui participe de sa qualité de vie au travail, en lui permettant de télétravailler pour certains, de gérer ses dossiers administratifs. Si on se projette, Sabrina, à 5 ans, par exemple, c'est quoi la RH territoriale à la tête de laquelle vous pourriez continuer à œuvrer? On va dire 5 ans, parce que dans l'horizon et la vitesse, comme vous le pointiez, à la fois la ministre et puis Martin... Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de scoop, je ne sais... Au demeurant... Non, on a le droit de rêver un peu ou de manifester des attentes? Alors... je vais manifester effectivement des attentes, mais aussi des craintes. En fait, je pense qu'on aura, tout comme Madame Pellerin l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y aura je pense, de plus en plus d'automatisme et de process en fait automatisés. Il y a un écho là tout d'un coup. Oui, on a un léger écho. De process automatisés qui vont en fait, alors je ne vais pas dire remplacer mais en tous les cas aider largement les gestionnaires RH, puisque
c'est vrai que le statut, vous n'allez pas me contredire, c'est abominable, comment c'est compliqué. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que de trouver la bonne référence juridique, la bonne adéquation, je veux dire, avec la problématique, etc., je pense vraiment que ça va être un gros outil important. Ça peut rendre plus performant. Oui. Et de ce fait, peut-être réduire le nombre d'assistants, c'est-à-dire tout le volet, et on le voit déjà par les workflows, puisque en fait, on a déjà en fait supprimé, je dirais, tout ce qui est assistante RH qui met en fait simplement, qui transmet, je veux dire, les choses. Par contre, le point de vigilance, c'est vrai que, attention à ne pas perdre le volet humain, je dirais, de l'analyse, puisque, je veux dire, il faut... on voit très bien, je veux dire, aujourd'hui, quand on nous publie un texte, il y a quand même beaucoup d'interprétations aussi. Comment on gère tout ça, comment, en fait... on reste quand même à l'écoute des agents et qu'on ne soit pas simplement, je dirais, un donneur d'ordre avec des notifications d'arrêter. Il faut continuer à humaniser tout ça et mettre l'intelligence humaine au milieu. Stéphane, je me tourne vers vous. Alors, on a pas mal d'enjeux stratégiques ici et des attentes aussi vis-à-vis des outils. Je me place du côté de l'éditeur maintenant de solutions. Comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on se positionne pour répondre à ces besoins, ces enjeux stratégiques définis par Sabrina ? En effet, c'est un vrai défi pour les éditeurs de logiciels de pouvoir proposer des solutions qui répondent aux défis de leurs clients, et en particulier dans le domaine des RH, même si maintenant on a un recul, qui est un recul d'un certain nombre d'années sur notre capacité à pouvoir aider les DRH dans leur mission au quotidien. Et comment nous pouvons les aider ? Nous pouvons les aider d'abord en mettant à leur disposition des outils qui sont des outils qui sont faciles à adopter. Parce qu'ils ont une complexité de gestion de compétences, d'agents qui viennent de tous les horizons. Et naturellement, notre premier devoir en tant qu'éditeur, c'est de mettre à disposition des outils faciles d'adoption pour ces populations qui sont très variées. Deuxièmement, je pense que notre défi, c'est également des défis qui sont de l'ordre de la productivité. Comment mettre à disposition des outils qui sont des outils qui génèrent de la productivité. Et il y a un lien clair entre l'adoption et la productivité. Plus un outil est facile d'adoption, plus il génère de la productivité. Et puis, c'est vrai, il y a une dimension qui est la notion que, je pense, Sabrina a très bien expliquée, c'est la mobilité. Les fonctions publiques sont très déployées sur le territoire. Il faut être capable de déployer des outils mobiles qui soient des outils mis à la disposition de tout le monde. Et donc, c'est un facteur également, la mobilité, qui est très important. On a une petite présentation, je crois, mon cher Stéphane, de l'environnement sur lequel vous travaillez, que vous allez de la suite. Alors, est-ce qu'on présente la suite tout de suite et j'en parle après, ou comment on fait ? Et comme vous voulez. Allons-y, présentons le petit film et puis ensuite, je vais le commenter. Voilà, qui est en forme de teasing. Alors, est-ce que j'ai du son ? Maîtriser l'administration du personnel, décomplexifier la gestion des RH. Par contre, on avait du son normalement, mais... Ouais, on n'a plus de son. Mais on va faire sans le son. Comme ça, on peut le commenter en tant que DRH, gestionnaire. Les missions évoluent, oui. Voilà.
beaucoup de dimensions dans la vidéo, de l'accessibilité, sécurité. Il y a beaucoup de dimensions, en effet. Et merci de me donner l'occasion, avec cette introduction que vous avez faite, qui était vraiment parfaite, et je vous en remercie. Le sujet des RH est un sujet qui nous a occupés, je le disais, depuis de très nombreuses années chez Next Publica. Et maintenant, avec notre indépendance, on a décidé d'investir, je dirais, massivement dans la construction d'une plateforme de dernière génération, dont le lancement officiel est aujourd'hui, donc j'en suis vraiment très heureux, qui est la suite RH. On a une démo là du tableau de bord. Il y a une démo qu'on vous montre, qui est une démo filmée. Je voudrais en dire quelques mots sur notre ambition. On a beaucoup conversé avec vous au cours des derniers mois. Je crois que la modernisation des outils RH qu'historiquement on vous propose, elle est en marche. Et il y a certains impératifs qu'on a voulu respecter et dont je voudrais vous dire quelques mots ce matin. La première chose, c'est que notre ambition, c'est d'abord de construire une suite. Voilà. Et donc une suite, ça veut dire une suite qui va comprendre un certain nombre de composants, qui sont d'abord la refonte de la paye, dont certains connaissent les origines, qui s'appelle Astre, que nous allons entièrement refondre. À cette paye, nous allons y adjoindre notre plateforme de gestion des temps et des activités, qui sera nativement intégrée avec la paye, le dossier agent, la gestion des carrières. Nous souhaitons y adjoindre le recrutement, les entretiens, toute la gestion des talents pour construire une suite qui soit à la mesure de ce que vous attendez. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent. Donc, c'est une suite dont l'ambition est d'être une suite la plus large possible et qui soit unique sur le marché aujourd'hui en France, puisque personne n'offre un outil avec ce degré de complétude. En même temps, on souhaite que cette plateforme soit ouverte et on va annoncer dans les mois qui viennent des partenariats avec des confrères dans notre industrie qui proposent, dans un certain nombre de domaines, des applications de dernière génération que nous n'avons pas vocation nous-mêmes à construire, mais qui seront présentes dans notre portail. Voilà, on a mis beaucoup d'efforts sur l'expérience utilisateur. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une vidéo du portail RH qui va sortir au premier trimestre de cette année. Voilà. Donc le portail RH qui va recouvrir l'ensemble de nos composants, dont je parlais à l'instant. On a mis beaucoup d'efforts dans à la fois l'interface graphique pour permettre, comme je disais à l'introduction, une adoption rapide de cet outil auprès des agents, des gestionnaires, des managers et de la fonction RH en particulier. Voilà, donc beaucoup d'efforts sur l'UI, sur l'UX. Il y a un domaine sur lequel également nous avons choisi une trajectoire qui est une trajectoire en termes de sécurité. Nous offrirons notre plateforme en SaaS à l'adresse des collectivités et des établissements publics. Nous avons noué des partenariats qui nous permettent d'avoir aujourd'hui une plateforme qualifiée au plus haut niveau de sécurité tel que le définit l'ANSSI pour le secteur public, donc Secnum Cloud. Cette plateforme sera également disponible dès le début de cette année qui vient. Sur ce sujet, on a beaucoup échangé avec vous. Beaucoup de collectivités nous sollicitent pour pouvoir faire cette transformation vers le SaaS. Et donc, nous avons décidé d'y répondre. Et puis, peut-être quelques éléments de temps. Est-ce que j'ai encore le temps ? Allons-y très vite. Presque le temps, voilà. On va le prendre, Stéphane. Voilà, c'est une démarche de transformation. Beaucoup d'entre vous qui sont des clients sur certains des composants aujourd'hui qui sont publiés par Next Publica sont éligibles à cette transformation vers la suite RH. Donc on va avoir des conversations avec vous, on présentera ces composants logiciels dans les événements qui vont nous rassembler ensemble au dernier trimestre, les clubs utilisateurs en particulier que nous avons. On va vous présenter en détail les contenus de cette offre. Je pense, et je le sais déjà pour avoir présenté un certain nombre de nos clients son contenu, que vous allez l'apprécier. En tous les cas, je le souhaite. Voilà, donc à bientôt de vous le présenter en face à face. Déploiement imminent, alors. Déploiement imminent. Sabrina, ça ouvre des perspectives, ça ? Tout à fait. Bah, écoutez,
À suivre. avant. Rendez-vous sur les prochaines rencontres. Merci infiniment. Merci d'applaudir Sabrina et Stéphane.